proposons d'écouter dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche, enregistrée vendredi 24 mai 2024 lors de la 7e édition du festival L'Histoire à venir, festival d'histoire et de sciences sociales et humaines à Toulouse, du 22 au 26 mai 2024, autour de la thématique Au nom de la loi. Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences, des techniques et de l'environnement à l'EHESS, y présentait son livre « Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie » paru au Seuil Éditions dans la collection Écocène. Il était en dialogue avec Geneviève Azam, économiste à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, spécialiste des échanges non marchands, des liens entre écologie et économie. Merci Adeline et merci la librairie, merci le festival pour permettre ce dialogue avec Jean-Baptiste Fressoz et avec vous toutes et tous. Pour entrer directement dans le sujet, je dirais qu'au nom de la loi, nous sommes en transition, puisque depuis une dizaine d'années se succèdent des lois pour la transition énergétique. La plus célèbre peut-être, c'est 2015. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la LTECV pour les initiés, la loi climat et résilience de 2021, la loi 2023 relative à la décarbonation. Donc, au nom de la loi, nous sommes en transition et donc on a un empilement de lois pour nous enjoindre de transitionner. Partout où nous sommes, donc. Or, Jean-Baptiste Fressoz, que je vais présenter, a écrit un livre qui s'appelle « Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie », donc un livre qui est un peu hors la loi, puisqu'il semble dire que donc, il n'y a pas de transition. Donc Jean-Baptiste Fressoz, beaucoup le connaissent ici, c'est un historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Il est actuellement... il enseigne à l'école des hautes études en sciences sociales, il est au CNRS et il est aussi à l'école des ponts et chaussées. Donc voilà, il nous donne ce livre qui est un livre tout à fait accessible, extrêmement savant. C'est un livre, comme beaucoup de livres de la collection Anthropocène, il y a 800 notes de référence. Et donc, mais qui se lit vraiment de façon très fluide, qui est non pas de vulgarisation, pas du tout, mais qui est un livre qui se lit extrêmement facilement parce que c'est une histoire passionnante, une nouvelle histoire de l'énergie. Alors pourquoi nouvelle histoire de l'énergie ? Je dis deux ou trois mots rapides, décidément. J'en dis 2 ou 3 mots rapides. Donc Jean-Baptiste Fressoz est historien et il nous livre ici une histoire matérielle de l'énergie dans la modernité industrielle qui va complètement à rebours de toutes nos représentations, qui va à rebours des livres d'histoire que nous avons fréquentés et que nous fréquentons encore, du primaire à l'université, qui présente finalement l'histoire de l'énergie comme une histoire que Jean-Baptiste nomme phasiste, avec des phases. L'âge du bois, l'âge du charbon, des étapes successives, donc l'âge du bois, l'âge du charbon, l'âge du pétrole, l'âge éventuellement du nucléaire, et des renouvelables et de la décarbonation. Donc finalement, comme cette histoire est présentée comme une succession d'époques matérielles différentes qui se substituent les unes aux autres. La notion de substitution est importante. Et sa thèse, c'est la suivante, c'est que son histoire à lui, c'est non pas une histoire de phases et d'âges qui se succéderaient et qui se remplaceraient les uns les autres, mais au contraire, une histoire d'empilement, de stratification et de symbiose. Et donc, il y aurait des transitions qui se feraient d'une phase à l'autre, et nous serions dans une transition aujourd'hui d'une phase des fossiles vers une autre phase. Et là, c'est l'historien aussi qui parle. C'est ce que moi j'ai beaucoup aimé dans ce livre aussi, parce que c'est une réflexion sur l'histoire finalement. C'est pour Jean-Baptiste, donc, finalement, construire un futur, ce qu'il appelle aussi une futurologie transitionniste,
sur un passé qui n'existe pas, puisque sa thèse, c'est que, et c'est là-dessus que nous allons discuter, c'est qu'il n'y a pas eu de transition. Or, nous construisons un futur sur l'idée que nous reproduirions une autre transition. Et donc, les questions qui posent, c'est pourquoi et comment ce passé devient, à partir des années 1970, le futur des gouvernements et des experts, et donc qui impriment les lois aussi, et notamment depuis les années 2000, où précisément la transition, l'idée de transition s'est énormément banalisée et n'a pas obligatoirement le sens initial. Cette idée de transition qui est née, on va y revenir, avec l'âge atomique, avec aussi, entre guillemets, la crise énergétique. Jean-Baptiste Freyssot se demande aussi pourquoi dans son livre, cette notion de transition, qui a été inventée quand même par rapport à l'énergie, a été transposée pour répondre à la question du défi climatique. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Donc on va passer maintenant aux questions. Mais avant de cheminer, je voudrais dire que cette réflexion donc, s'appuie sur des données matérielles qui sont vraiment extrêmement riches, très variées. Bien souvent, pour nous, non spécialistes inconnus, donc ils nous les livrent, et ça chamboule pas mal. Moi, je pensais être assez informée sur le sujet sans être spécialiste, et j'avoue avoir été pas mal chamboulée par des choses que j'ai apprises dans ce livre. On va y revenir. Mais je voudrais dire aussi qu'une richesse du livre, qui est une autre lecture, bon, je parle comme économiste, c'est vraiment une critique des fondements de l'idéologie économique. Parce que je pense que dans cette histoire phasiste de l'énergie, il y a aussi l'histoire de la pensée économique qui a construit ce fascisme-là. Et en particulier, bon, on va y revenir peut-être, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps. En particulier, il déconstruit toute une pensée de l'économie, si certaines ici font de l'économie, de Schumpeter en particulier, ça c'est très important, qui fait partie véritablement de l'idéologie économique, c'est l'idée de destruction créatrice. C'est-à-dire que quand du vieux disparaît, le neuf fait disparaître le vieux. Et le phasisme, précisément, c'est-à-dire cette vision d'une histoire linéaire de l'énergie avec des âges, l'âge du bois, etc., l'âge du charbon qui se substituent, etc. Ça, c'est vraiment tiré de cette hypothèse économique de la destruction créatrice grâce à l'innovation. C'est l'innovation qui permet la destruction créatrice. Et le deuxième point que Jean-Baptiste finalement déconstruit et qui explique aussi que les économistes n'ont plus grand-chose à dire dans la période présente, c'est que tous les modèles de l'économie sont construits sur l'idée de substituabilité des facteurs de production. C'est-à-dire tout est substituable en économie. Pour produire, en gros, il faut du capital, du travail, plusieurs formes de capital, et tout ceci est infiniment substituable, ce qui permet de penser une sorte de croissance sans fin, puisque finalement, grâce à l'innovation aussi, et à ces facteurs substituables, cette idée de substituabilité, elle est constitutive de la pensée économique, qu'elle soit dominante ou alternative, c'est souvent repris. Eh bien, c'est ce qui permet de penser l'accumulation infinie du capital, la croissance. Donc, ceci est totalement déconstruit. Et enfin, dernier point, et qui est en filigrane dans le livre aussi, moi j'ai trouvé ça passionnant, c'est la question de la rareté. L'économie est une science, la science de la rareté, c'est la science de la gestion des ressources rares. Or, aujourd'hui, et c'est ce que tu écris, le problème que nous avons, c'est pas un problème de rareté, c'est un problème d'abondance. C'est la tragédie de l'abondance plutôt que la tragédie de la rareté, c'est la tragédie de l'abondance en particulier des fossiles. Bon voilà, donc on va entrer maintenant dans le débat avec Jean-Baptiste. Et la première question que je voudrais lui poser quand même, c'est ce que j'ai un petit peu introduit au départ. Je voudrais qu'il revienne sur cette question des âges, d'empilement, de stratification et de symbiose. Il donne beaucoup d'exemples concrets. À la lecture du livre, vous le trouverez. Donc, Jean-Baptiste, voilà. Bon, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation au Festival de Sœurs. Merci beaucoup pour cette lecture d'une économiste. Ça m'intéresse en fait d'avoir cette lecture-là. Alors, cette histoire de phasisme, il faut bien voir que ce n'est pas simplement, dans
dans des revues de bas de gamme. C'est dans le cœur de l'historiographie actuellement en histoire de l'énergie. Vous prenez les livres de référence sur l'histoire de l'énergie. Ce sont des livres qui vous racontent, en gros, ils vont vous parler de bois hydraulique à l'âge pré-industriel, de charbon, de machines à vapeur au 19e siècle, et de pétrole au 20e siècle et de moteurs à explosion. Donc on a vraiment un récit assez cliché, assez standard, qui montre l'importance du nouveau. Ça, c'est un point important, c'est que, ça avait été bien souligné par un grand historien des techniques qui s'appelle David Edgerton, l'histoire des techniques a surtout été l'histoire du nouveau à chaque époque. Et ce faisant, on laisse complètement, on passe sous silence le fait, l'hydraulique, par exemple, croît énormément pendant la révolution industrielle. Et encore au XXe siècle, évidemment. La force musculaire aussi croît beaucoup au 19e et au 20e siècle. On ne remplace pas du tout le muscle par les machines. Il y a de plus en plus d'humains qui travaillent. Les humains, en plus, utilisent des machines qui sont de plus en plus efficaces, avec moins de frottement, des dispositifs qui font qu'il y a de plus en plus de force musculaire dans l'économie au cours du 19e et du 20e siècle. Si vous prenez le charbon, ça c'est plus connu, mais c'est évident, mais n'empêche que les historiens n'en font pas grand-chose. Le grand âge du charbon, c'est pas du tout le 19e siècle. Et pourtant, l'historiographie s'intéresse surtout aux mines de charbon en Europe en 1850. Mais en fait, 95% du charbon a été sorti après 1900. Et 85% a été sorti en dehors de l'Europe. Et quand vous regardez en proportion l'historiographie, c'est l'inverse. J'ai envie de dire, il y a 95% des livres qui sont sur l'Angleterre au 19e, alors qu'il faudrait parler de l'Australie et de l'Indonésie maintenant, puis de la Chine, évidemment. Bon. Donc vraiment, on a un prisme dans l'histoire des techniques qui est très centré sur le nouveau et qui a tendance à oublier le fait que l'ancien croît énormément, ou c'est un peu dans un paysage, mais il n'y a rien qui est dit vraiment là-dessus. Alors pourquoi c'est grave ? C'est grave parce qu'en fait, dans le discours politique, vous avez en permanence une histoire frelatée qui est mobilisée. Vous prenez John Kerry, vous savez, l'envoyé américain sur le changement climatique, il dit, texto, ce qu'il faut faire, la transition énergétique, c'est la nouvelle révolution industrielle. Alors, je ne sais pas quelle compréhension il a de la révolution industrielle, mais c'est bizarre de brandir comme analogue à ce qu'il faut faire la révolution industrielle où tout croît. Ce n'est pas du tout le passage du bois au charbon, j'y reviendrai. Et il n'y a pas que John Kerry qui fait ce genre de choses-là. Agnès Pannier-Runacher, l'ancienne ministre de la Transition énergétique, avait dit exactement la même chose. La transition, c'est la nouvelle révolution industrielle. Donc avec en fait une mobilisation de l'histoire qui repose sur une vision quand même assez étrange de ce qui s'est passé matériellement au 19e siècle. Alors vous allez me dire, bon ça c'est des politiciens, on s'en fiche. Le problème, c'est que vous prenez le dernier rapport du GIEC. Donc vous savez que dans le GIEC, il y a plusieurs groupes. Le premier groupe, c'est le climat. Deuxième groupe, c'est les impacts. Et troisième groupe, c'est les solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a un chapitre, c'est le chapitre numéro 2, qui est un peu sur la théorie générale de la transition. Ils reprennent ce genre de vision-là. En fait, ils confondent en permanence dynamique technologique et dynamique matérielle. Et donc, vous avez ce genre de page où la question, c'est est-ce que la transition actuelle va aller plus vite que les transitions du passé ? Comme si dans le passé, on avait fait plein de transitions. On a fait des transitions technologiques, on peut l'admettre. Encore, c'est compliqué en fait quand on y réfléchit. Les vieilles techniques sont quand même souvent encore avec nous. Mais par contre, en termes matériels, on n'a fait absolument aucune transition. Ça, je crois vraiment, ça c'est un point de base qu'il faut avoir quand on parle trop légèrement des questions environnementales et climatiques et de l'innovation. C'est de bien voir que malgré la pléthore d'innovations qu'il y a au XXe siècle, les consommations matérielles, toutes les matières premières ne font que croître et on consomme un éventail plus large de matières premières. Il y a un contre-exemple, c'est la laine de mouton, qui a un petit peu diminué depuis les années 50, et c'est grâce aux fibres synthétiques, au nylon, donc ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'environnement. Mais fondamentalement, l'histoire matérielle du capitalisme au 19e et 20e siècle, c'est une histoire qui est purement cumulative. Ça n'empêche pas que le capitalisme ait été très innovant, ça n'a rien à voir. Alors, vraiment, il faut juste retenir que l'histoire de la matière n'a rien à voir avec l'histoire des techniques, et pourtant on a pensé l'histoire de la matière avec des outils intellectuels qui viennent de l'histoire technique, par exemple Schumpeter, effectivement, la destruction créatrice. Je trouve qu'un bon exemple pour voir ça, c'est l'histoire de l'éclairage qui est sans cesse mobilisée par les économistes, William Nordhaus, on reviendra peut-être là-dessus. L'histoire de l'éclairage où effectivement il y a eu des très grandes transformations, des progrès inouïs avec l'électricité évidemment. Est-ce que ça veut dire que l'électricité fait qu'on consomme moins de pétrole pour s'éclairer ? En fait, pas du tout. L'électricité, ça rend caduques les lampes à pétrole, et encore c'est que dans les pays riches, en fait dans les pays pauvres il y a encore beaucoup de lampes à pétrole, mais globalement dans les pays riches ça a soufflé la mèche des lampes à pétrole, effectivement. Il n'empêche que de nos jours, les simples phares des voitures, alors c'est des chiffres des années 2010, donc ça a pu changer un peu avec les LED, mais les simples phares des voitures, ça consomme plus de pétrole
presque 2 fois plus de pétrole que toute l'économie mondiale en 1900, quand tout le monde s'éclairait avec des lampes à pétrole. Donc vous voyez, l'électrification, en fait, ça a accru énormément la consommation de pétrole pour produire de la lumière. Malgré les progrès inouïs qu'il y a eu dans les technologies d'éclairage, les émissions de CO2 liées à la production de lumière, elles commencent à peine à baisser maintenant. Donc on est en fait dans des dynamiques qui ne sont pas du tout des grandes dynamiques de basculement. Je crois que c'est vraiment ça. L'histoire technologique, c'est sexy, il y a des révolutions, il y a des basculements, etc. L'histoire de la matière est très ennuyeuse, parce que c'est un peu toujours pareil. En gros, ça croît, ça fait que croître. Voilà. Donc c'est vraiment, je crois, ça le point de base qu'il faut avoir en tête quand on discute de ça, c'est qu'il ne faut pas penser l'histoire de la matière. Et ce qui compte pour l'environnement et le climat, c'est les flux de matière, ce n'est pas les techniques. Il ne faut pas penser l'histoire des flux de matière avec des outils qui viennent de l'histoire des techniques. Et c'est vrai que les économistes, se vautrent dans cette confusion. Et c'est honteux, vraiment honteux. Ce chapitre, donc le chapitre 2, verrez de ce rapport, pose vraiment des problèmes, je trouve, intellectuels et même politiques. Un autre économiste très bien en cours, c'est Philippe Aghion. Vous connaissez peut-être Philippe Aghion, un économiste néo-schumpeterien. Il a écrit un livre récemment qui s'appelle « Le pouvoir de la destruction créatrice », qui dit en fait, la question du changement climatique, c'est en gros de l'innovation qu'il faut faire. Évidemment, il suffit d'innover. Et parce qu'il y a des technologies qui sont vertes et qui sont zéro carbone. Et donc il dit, par exemple, la voiture électrique, c'est zéro carbone. Ah bah non, la voiture électrique, c'est mieux que la voiture à essence, c'est vrai. Ça émet en gros 2 fois moins de CO2 qu'une voiture à essence. Et en France, même, c'est plus. Ça réduit de 60% les émissions. Donc c'est bien, mais c'est pas zéro carbone. Voilà. Donc je crois vraiment qu'il y a un manque de rigueur matérielle dans beaucoup de discussions économiques sur le pouvoir de l'innovation pour décarboner l'économie. Tu pourrais donner quand même quelques exemples peut-être de symbiose, parce qu'il y a empilement des matières, mais il y a aussi symbiose. Et ça, je trouve que dans ton livre, c'est assez bouleversant. Alors, le fait que les énergies s'additionnent les unes sur les autres au cours du temps, c'est un phénomène trivial. Il suffit de regarder une courbe d'énergie primaire à l'échelle mondiale. Vous voyez que, effectivement, pour l'instant, tout n'a fait absolument que croître. On n'a toujours pas passé le pic du charbon. On va probablement, espérons-le, passer le pic du charbon dans les années qui viennent. On n'a pas passé le pic du pétrole malgré toutes les annonces de pic pétrolier. Et le gaz se porte encore très bien. Le bois a beaucoup cru. Le bois énergie a énormément cru au XXe siècle. Moi, c'est quelque chose qui m'a surpris personnellement. Je ne connaissais pas bien ces choses-là avant d'avoir travaillé dessus. Mais ça a énormément cru. Je pourrais expliquer pourquoi ensuite. Alors, ce point-là est trivial et je dirais il est connu depuis les années 30. Depuis qu'on fait des graphiques où on représente les dynamiques énergétiques à l'échelle mondiale, ça commence dans les années 30 aux États-Unis. Les gens ne parlent pas de transition parce que manifestement, tout ne fait que croître, quoi, donc ce n'est pas ça le sujet. Le point qui me semblait important, c'est de bien voir qu'en fait, les énergies, ce n'est pas seulement qu'elles s'empilent les unes sur les autres, c'est qu'elles sont complètement imbriquées les unes avec les autres. Et qu'il ne faut pas les penser forcément comme deux choses en compétition. Donc ça, c'est aussi encore lié à la vision sur les techniques. En gros, vous avez une vision darwinienne, schumpeterienne, des techniques, où les techniques seront en compétition sur un marché, et on a appliqué ça aux matières et aux énergies. Ça marche mal. Objectivement, ça marche mal. Donc, ce que j'ai fait dans le livre, en fait, vu que l'historiographie elle a tendance à être à la fois phasiste, et aussi à être mono-énergétique. C'est-à-dire, vous avez des spécialistes du charbon, des spécialistes du bois, des spécialistes du pétrole, et vous avez des livres d'histoire du pétrole, d'histoire du charbon, d'histoire du bois. Et en fait, il y a plein de choses très importantes qui se passent à l'interaction de ces matières-là. Donc, l'exemple que je donne souvent et que j'aime beaucoup, c'est l'exemple des étais. Les mines de charbon en Angleterre. Vous prenez les livres, vraiment les livres de Wrigley, les livres de référence sur la révolution industrielle, ils vous disent que la révolution industrielle, c'était une transition du bois au charbon. Alors, je veux bien qu'on appelle ça transition, maintenant regardons précisément ce qui se passe. En 1900, l'Angleterre engloutit chaque année 4,5 millions de mètres cubes de bois sous forme d'étais pour extraire du charbon. L'Angleterre, en 1750, 1800, selon les calculs de mes collègues historiens, dit c'est à peu près 3,5 millions de mètres cubes de bois de feu. Donc ça veut dire que pour extraire du charbon, l'Angleterre utilise plus de bois en 1900 que tout ce qu'elle brûlait en 1800. Vous voyez, je veux bien qu'on appelle ça une transition, mais c'est un peu différent. À mon avis, transition a tendance à mal décrire ce qui se passe. Et en plus, comme c'est du bois d'œuvre, les étais, ça nécessite des superficies forestières beaucoup plus importantes. Il faut 4 fois plus d'hectares de forêt pour faire du bois d'œuvre que du bois de feu, parce que le bois d'œuvre, il faut attendre que ça pousse.
Et donc, en gros, l'Angleterre dépend de 7 fois plus d'espaces forestiers en 1900 qu'en 1750. Et pour autant, dans les livres d'histoire de l'énergie, on dit, ah oui, la révolution industrielle, c'est la sortie de l'économie organique. Non, l'Angleterre est vachement plus dépendante des forêts en 1900 qu'en 1800, d'une certaine manière. Donc vraiment, il faut pas penser l'industrialisation sous un prisme phasiste de transition. C'est l'expansion symbiotique de toutes les matières et de toutes les énergies, l'industrialisation, au 19e siècle, et encore loin dans le 20e siècle. Tu peux raconter l'histoire du Palais du Cristal quand même? Ah oui, ça c'est un peu un... Comment dire, c'est une anecdote, mais elle est marrante, effectivement. Vous connaissez sans doute le Palais de Cristal, qui est dans tous les manuels scolaires sur la révolution industrielle. Vous avez une représentation du Palais de Cristal. Donc c'est un grand bâtiment qui a été construit pour l'exposition universelle de 1851 à Londres, Crystal Palace en anglais. Et c'est un peu le symbole de la révolution industrielle, parce qu'il y avait des machines qui étaient exposées à l'intérieur. Il y a même un gros bloc de charbon qui était exposé à l'intérieur. Et puis le bâtiment, il est tout en verre, en fait, et en fonte. Mais est-ce qu'il est vraiment tout en fer et en fonte? Alors, on peut retrouver assez facilement les documents de l'entrepreneur qui a obtenu le marché. Et en fait, en masse, il y avait 3 fois plus de bois que de fer et de verre. Donc le Palais de Cristal, de fait, c'est un palais en boue. Enfin, c'est du bois, quoi. En outre, c'est une grande serre agricole, en fait, ce Palais de Cristal. Et ça a été fait par un ingénieur qui s'appelle John Paxton, qui travaillait pour un duc qui avait un domaine de 80 000 hectares. Donc en fait, c'est un monument emblématique d'une société agricole. Les riches, les gens vraiment riches, ce n'est pas les industriels en 1850. Ce sont ceux qui possèdent la terre. Et les marchands aussi de la City. Voilà. Et c'est là, le capitalisme britannique en 1850 n'est pas encore un capitalisme si charbonné, industriel. C'est une vision beaucoup trop a posteriori. On projette ce que c'est que l'Angleterre de 1920 sur l'Angleterre de 1850. Donc ça, c'est un point que je trouve amusant. Et puis alors, l'anecdote aussi, c'est que ce Palais de Cristal, il est toujours représenté. Vous prenez les livres de Peter Sloterdijk, il a écrit un livre éponyme, Le Palais de Cristal. Il reprend les clichés sur le Palais de Cristal, objet très moderne, du capitalisme, de la révolution industrielle, etc. Bon, il s'avère que c'est en fait assez différent. Mais ce qui est intéressant, c'est en 1936, le Palais de Cristal a brûlé soudainement. Et les pompiers n'ont rien pu faire, précisément parce qu'il était en bois. Et pourquoi il a brûlé si vite? C'est parce que ce bois était devenu parfaitement sec après 80 ans passés sous des plaques en verre. Et donc, c'est l'effet de serre. Et donc, je finis en disant, finalement, c'est une assez bonne métaphore du capitalisme moderne, mais pas du tout pour les raisons pour lesquelles Peter Sloterdijk l'a indiqué. Voilà. Donc, c'est un exemple anecdotique, mais c'est vrai que le bois est en fait omniprésent dans les technologies qu'on rabat trop vite sur le charbon et le fer. Les chemins de fer, on aurait dû appeler ça des chemins de bois. De fait, ça consomme beaucoup plus de bois que de fer. En gros, 6 fois plus de bois que de fer en 1900. Parce qu'il y a les traverses, parce qu'il y a les viaducs, parce qu'il y a plein de choses qui sont en bois. Si vous prenez, je ne sais pas moi, en fait, une fois encore, il faut arrêter cette vision de substitution et penser les choses de manière symbiotique. Et donc, à partir de là, c'est assez net que l'urbanisation, à la fin du 19e siècle, fondamentalement, c'est quoi? C'est de l'argile pour faire des briques, du charbon pour cuire les briques. Les briqueteries pèsent très très lourd dans la consommation de charbon, et du bois pour faire les huisseries, les planchers, les charpentes, etc. C'est 3 matières ensemble qui font qu'il y a de plus en plus de bâtiments et que les gens s'enrichissent. Parce que le bâtiment, ça c'est un point intéressant, je trouve, par rapport à la manière dont on écrit l'histoire. Vous prenez les histoires de l'industrialisation, on est obsédé par les machines à vapeur, etc. Le premier poste d'accumulation du capital, ce sont les logements. Ça, c'est les chiffres de Thomas Piketty sur le capital au XXIe siècle. De nos jours encore, le premier poste d'accumulation du capital, c'est même pas les bâtiments, simplement les logements. Donc c'est sûr que, vous voyez, l'urbanisation devrait avoir une place beaucoup plus importante. Enfin, la construction de bâtiments devrait avoir une part beaucoup plus importante dans l'histoire des techniques, dans l'histoire du capitalisme. Et c'est une affaire de symbiotique, évidemment. Je n'ai pas besoin d'insister beaucoup là-dessus, je pense. Je vais peut-être lire un autre exemple que j'ai trouvé assez savoureux quand même. C'est sur le transport de bois, justement pour montrer ce côté symbiotique. Donc je lis, en février 1938, un convoi de bois est acheminé de la Sibérie à l'Écosse grâce à une flotte de 3 brise-glaces russes construits en Angleterre et fonctionnant au pétrole. En 1958, le premier brise-glace à propulsion nucléaire est employé pour faciliter le commerce des ports de Sibérie qui exportent alors beaucoup de bois. Le pétrole, bien sûr, et probablement l'énergie nucléaire ont donc aidé à transporter le bois qui permettait d'extraire le charbon. En fait, dès qu'on regarde un peu concrètement comment on produit les choses, on se rend compte que c'est cliché, phasiste, mais c'est juste, ça n'a aucun sens. Un exemple que j'aime bien, c'est aussi une entreprise française qui s'appelle Vallourec, qui n'est pas très connue. C'est une entreprise de tubes pétroliers.
Ils font les tubes pétroliers, en fait, c'est énormément d'acier. Il faut beaucoup d'acier, donc de charbon, pour extraire le pétrole. C'est une autre symbiose importante. Alors, Vallourec possède au Brésil une immense plantation forestière, je crois plus de 200 000 hectares d'eucalyptus, et ils produisent chaque année 1,2 million de mètres cubes de charbon de bois. Alors les chiffres, je ne suis plus exactement sûr, mais je me souviens que c'était... Non, c'est peut-être des tonnes. 1,2 million de tonnes de charbon de bois. C'est 4 fois tout ce que la sidérurgie française consommait de charbon de bois en 1860 au pic de sa consommation de charbon de bois. Donc une entreprise française, Vallourec, consomme plus de charbon de bois que toute la sidérurgie quand on dit que voilà, la France était au pic de son charbon de bois. Voilà. Donc c'est vraiment, une fois encore, il faut penser les choses. Et ce charbon de bois, là c'est du bois qui sert à faire de l'acier, qui sert à extraire du pétrole. Vous voyez, donc ces affaires transitionnistes, machin, ça marche très 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 mal, quoi. Et d'ailleurs, tu dis, tous les passages sur le bois, je trouve très passionnant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses parce qu'effectivement, sans doute, j'étais imprégné malgré tout de la pensée phasiste. Le bois, c'était un complément, quoi, finalement. Et puis, en réfléchissant, je me rends compte que non, parce que même dans le capitalisme logistique le plus pointu aujourd'hui, il y a un outil qui est essentiel, c'est la palette. C'est la palette de bois qui permet le transport des marchandises, la fluidité, etc., etc. Donc, effectivement, c'est en bois. Et les chiffres que tu donnes sont saisissants. Le bois demeure la première source d'énergie renouvelable, 64%, devant l'hydraulique, le solaire et l'éolien. Donc, c'est énorme. Ça, j'étais assez surpris, c'est les chiffres d'Eurostat et de l'équivalent américain. Le bois énergie, en énergie primaire, ça serait différent si on prenait l'énergie finale, mais en énergie primaire, de nos jours, le bois énergie en Europe, dans les pays riches, c'est 2 fois les autres renouvelables. L'hydraulique, l'éolien et le solaire. On parle pas trop de bois énergie, en fait. On n'arrête pas de parler des nouveaux panneaux solaires, et c'est bien. Enfin, c'est pas du tout un livre contre les panneaux solaires ou quoi que ce soit, mais on en parle assez peu du bois énergie. Pourtant, ça pèse encore beaucoup plus lourd. Les simples... Et c'est là aussi, il y a des effets symbiotiques qui sont assez rigolos. Ce que tu disais sur le bois, en fait... C'est central pour toute la logistique. Il y a la palette, il y a aussi le carton. Mais oui. L'emballage. L'emballage, c'est un énorme secteur économique. À l'échelle mondiale, ça pèse plus lourd que l'aéronautique. C'est un très gros secteur économique. Parce qu'il y a des emballages partout, évidemment. Et les 2 tiers des emballages sont en carton et donc en bois. La papeterie croît beaucoup encore et a beaucoup cru pour satisfaire ce besoin d'emballage. Donc vous avez une économie en croissance dopée par les fossiles, par le charbon et le pétrole, qui produit de plus en plus de biens. Ces biens, il faut les emballer, donc on produit de plus en plus de carton. Or, comment on produit le carton? C'est avec du bois, et en fait, une partie du bois, il y a la lignine, il y a la cellulose qui sert à faire la matière dure du carton, mais la lignine, c'est l'autre partie du bois. On balançait ça dans les rivières jusque dans les années 50, et à partir des années 60-70, on récupère cette lignine pour énergiser les papeteries. Et donc, ça fait exploser le bois énergie dans l'industrie. Vous voyez, plus de pétrole, plus de croissance économique, plus de biens et donc plus de consommation de bois énergie. En fait, le monde productif est très compliqué, quoi. On peut pas le ranger comme ça proprement dans des phases, dans des machins. Faut arrêter les histoires clichés, quoi. C'est vraiment ça le... Oui, mais alors, comment s'est inventée justement cette idée de transition? Là, dans le livre, tu le développes. J'aimerais bien que tu en parles maintenant. Bon, on pourrait continuer à discuter à partir d'exemples, mais on est limité dans le temps. Je le regrette parce que le livre est foisonnant, justement, sur ces fusions entre le bois, charbon, bois, pétrole, etc. Mais là, maintenant, peut-être il faut arriver un peu au cœur du bouquin aussi. Alors, comment s'est inventée cette idée de transition et surtout comment elle a été acceptée? Ouais. Et tu reviens un peu sur ce que tu appelles les malthusiennes nucléaires. Bon. Je vais raconter ça. Alors, je crois que le premier point, c'est voir qu'en fait, pendant longtemps, les spécialistes ont parlé des dynamiques énergétiques sans employer le mot transition. Parce qu'ils voyaient bien que il n'y a pas vraiment raison de parler de transition, les choses croissent ensemble. Quand le charbon se porte un peu plus mal dans les années 30 ou du XXe siècle, le charbon décroît un petit peu, il y a la crise économique et puis aussi il y a l'électrification. L'électrification fait que momentanément, on vire les vieilles machines à vapeur. Et on remplace ça par des moteurs électriques. Vous avez des gains d'efficacité incroyables. Ça, je pourrais revenir là-dessus parce que je crois que c'est important. En fait, le progrès, il est devant nous, évidemment, mais il est aussi derrière nous. On a déjà eu de très grands phénomènes de baisse de l'intensité carbone de l'économie. L'électrification en fait partie. Vous remplacez une machine à vapeur par un moteur électrique, vous divisez par 10 l'intensité carbone du mouvement industriel dans l'industrie. De nos jours, vous remplacez une centrale à gaz par des panneaux solaires pour faire de l'électricité, vous divisez par 12 l'intensité carbone de votre kilowattheure. Donc c'est bien, mais ce n'est pas la rupture
incommensurable qui fait que d'un coup, l'économie va complètement se dédier du carbone. Ce n'est pas vrai. C'est plus compliqué que ça, en fait. Voilà. Et le progrès qu'on peut avoir en ce moment, en fait, il s'inscrit dans une longue histoire des techniques et de la baisse de l'intensité carbone de l'économie. Peut-être on reviendra là-dessus peut-être à la fin. Pour revenir sur d'où vient la transition. Donc les gens, les experts qui voient ça, qui regardent les consommations énergétiques des pays, dans les années 30, 40, 50, 60, ils ne parlent pas de transition. Et en fait, l'idée de transition est récente. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est un phénomène assez récent. On se met à penser tout ça en termes de transition. Les premiers à en parler, ce sont effectivement des savants atomistes américains qui, dans les années, pendant la guerre, ont travaillé au projet Manhattan et qui sont dans un laboratoire bien particulier. À vrai dire, là, on peut être assez précis, on peut même donner des noms. C'est le Metallurgical Laboratory de l'Université de Chicago. On met au point, sous l'égide d'Enrico Fermi, la première pile atomique. Et c'est des savants qui sont ensuite dans le Bulletin of Atomic Scientists, dans le mouvement Pugwash, des mouvements contre l'arme nucléaire. C'est des scientifiques plutôt de gauche, démocrates, qui se sentent coupables, globalement, de ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils disent, en fait, c'est « Ok, on n'a pas simplement produit un engin de destruction absolument horrible, hein, on a aussi produit ce qui va permettre de sauver la civilisation industrielle, à savoir l'énergie atomique, civile. » Mais ce n'est pas l'énergie atomique telle qu'on la connaît maintenant. Ce n'est pas encore la fission, c'est pas la fission nucléaire, c'est la surgénération nucléaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, dans les années 40, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les réserves d'uranium ne sont pas si importantes que ça. Et donc, il faut absolument que ce soit la surgénération nucléaire qui permet d'utiliser tous les isotopes de l'uranium et donc d'avoir accès à des quantités d'énergie quasi infinies. Ça se compte en dizaines de milliers d'années de consommation énergétique d'une civilisation industrielle. Et donc, leur idée, c'est de dire il y aura une transition tout simplement parce qu'il n'y aura plus de fossiles. À terme, on aura utilisé tout le pétrole et tout le charbon. Donc c'est pour ça que ce sont aussi des néo-malthusiens. Ça, c'est un point important, c'est que le problème de la croissance démographique et de la croissance de la consommation de ressources, c'est une question importante aux États-Unis, en Angleterre, dans les années 50-60. Et donc c'est des gens qui croisent en fait cette idée de on va avoir besoin de plus en plus de ressources avec on va courir à bout des ressources et enfin la solution, ça sera de basculer vers l'énergie atomique. Mais donc c'est eux qui parlent de transition énergétique en premier. Et d'ailleurs, energy transition en anglais, c'est d'abord un terme de physique nucléaire. C'est le changement d'état d'un électron autour de son noyau. Le monsieur qui invente le terme transition énergétique, qui s'appelle Harrison Brown, il recycle, c'est un physicien atomiste, il recycle en fait un terme de son expertise scientifique première pour parler du futur de l'énergie. Donc au départ, vraiment, transition énergétique, ça naît de ce petit milieu-là. Le point important, c'est que ces physiciens atomistes néo-malthusiens, alors la transition, à quelle échelle temporelle elle aurait lieu ? En gros, les estimations, c'est qu'il n'y aura plus trop de pétrole aux États-Unis dans les années 2020 et il n'y aura plus trop de charbon, seconde moitié du XXIe siècle. Mais dans le monde, du charbon, il y en a énormément. Et donc, le tempo de la transition, c'est plutôt dans 3 ou 4 siècles. C'est dans 3 ou 4 siècles qu'on sera sorti vraiment entièrement des fossiles parce qu'il n'y en aura plus. Avant de suivre, je voudrais faire une toute petite incise. Ce sont les mêmes savants atomistes qui étudient de manière très, très novatrice la question du changement climatique. Parce qu'en fait, les savants atomistes, ils se posent la question, je vous l'ai dit, de qu'est-ce qui se passera dans 3 siècles ? Assez peu de gens se posent cette question. Qu'est-ce qui se passe si on brûle tout le charbon dans le monde ? Pas un peu de charbon, tout le charbon, toutes les réserves prouvées. Alors, il y a des quantités de carbone qui passent du sol à l'atmosphère qui deviennent absolument titanesques. Et donc, ils se disent, oui, mais la vieille théorie de l'effet de serre, qui est un vieux machin de la fin du 19e siècle, peut-être que c'est intéressant de l'étudier. D'accord ? Et ils comprennent aussi que c'est un très bon argument pour promouvoir le nucléaire. Donc, ces savants atomistes, ils parlent à la fois de transition énergétique et de changement climatique dès 1953. Hein. C'est tôt. C'est eux qui font l'alerte, les premières alertes. Exactement, ouais. Ils poussent l'alerte climatique dans le monde politique américain aussi, dans les années 60 et 70. Parce que, en fait, c'est une manière de dire, non, mais il faut financer l'AEC, l'Atomic Energy Commission, et des programmes de construction de centrales nucléaires. Donc, ces savants atomistes, ils voient, si vous voulez, le tempo de la transition comme un truc pluriséculaire. Ce qui laisse le temps de résoudre tous les problèmes technologiques. Si vous dites que la transition à l'échelle mondiale, elle aura lieu au 23 ou 24e siècle, objectivement, on ne serait pas en train de s'en préoccuper. Hein. On se dirait, ouais, d'ici là, on aura sans doute trouvé quelque chose. Le problème, c'est que avec le changement climatique, ce n'est pas du tout dans 3 ou 4 siècles qu'il faut la faire, c'est en 3 ou 4 décennies. Hein, pour ne pas dépasser les 2 degrés, il faut avoir... je crois qu'il faut rappeler... Comment dire ? Souvent, on dit, ah oui, non, mais la transition, elle est en marche, machin. Non, il faut rappeler l'ambition extraordinaire que nous impose l'objectif climatique. C'est de sortir
des fossiles en 3 ou 4 décennies à l'échelle mondiale. On parle de décarboner entièrement l'économie mondiale d'ici entre 2050 et 2070. Donc c'est vraiment d'une ambition extrême. C'est un basculement matériel gigantesque. D'accord ? La chose bizarre, et c'est ce que je documente dans les 2 derniers chapitres, comment ça se fait qu'on ait recyclé cette futurologie nucléaire néo-malthusienne qui se préoccupe du devenir de la civilisation industrielle et des pays riches dans 4 siècles, qu'on ait recyclé cette futurologie-là pour penser le changement climatique, alors que c'était 2 problèmes qui n'avaient rien à voir. Dans le premier cas, la transition, elle se ferait très progressivement, et puis elle se ferait sous l'aiguillon de la rareté. On ferait la transition vers le nucléaire tout simplement parce que les fossiles coûteraient de plus en plus cher, vu qu'il y en aurait de moins en moins. Et là, maintenant, la transition, il faut non seulement la faire, non pas en 3 ou 4 siècles, mais en 3 ou 4 décennies, et il faut la faire alors qu'il y a plein de fossiles sous nos pieds encore. Et donc sans l'aiguillon de la rareté, sans l'aiguillon du renchérissement du charbon, par exemple. Donc on est vraiment dans des situations qui n'ont absolument rien à voir, et pour autant, on a recyclé cette futurologie-là, cette idée comme ça de passer d'une énergie à une autre. C'est ça qui est très bizarre. Donc c'est ce que je documente dans le dernier chapitre, comment ça a eu lieu. Alors il y a plusieurs raisons, mais je crois qu'une raison générale, je ne vais pas rentrer dans le détail des économistes, etc., on pourra en reparler, mais une raison générale, c'est qu'en fait ce sont les mêmes experts qui dans les années 70 travaillent sur la crise énergétique, et donc sur l'épuisement du pétrole ou le renchérissement du pétrole. Ce sont les mêmes experts qui travaillent là-dessus, qui se mettent à travailler sur le changement climatique à la fin des années 70. Et en fait c'est pour ça. On a recyclé des modes de pensée, des raisonnements économiques, qui marchaient d'ailleurs plutôt bien sur la question du renchérissement de l'énergie. Ce que Nordhaus dit sur l'innovation, donc c'est un économiste très important, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2018 pour ses travaux sur le changement climatique, non mais très important, qui a raconté que des bêtises et qui sur l'histoire des techniques des choses aberrantes. Mais bon, ça on pourrait y revenir. Mais il a quand même eu le prix Nobel d'économie. Bon. Donc en tout cas il est important socialement, on va dire. Et donc ce Nordhaus, en 73, il fait un papier sur l'épuisement du pétrole. En gros, il dit comment on alloue de manière optimale nos stocks d'énergie fossile. Le pétrole coûte de plus en plus cher. Est-ce que ça veut dire qu'il faut l'économiser ? Ce serait la tendance, je dirais, un peu naturelle de tout un chacun. Eh bien non, surtout pas. Il faut l'extraire maintenant, vu qu'il vaut cher maintenant. Parce qu'à la fin du XXe siècle, on aura le surgénérateur nucléaire. En fait, il est complètement dans ce milieu des néo-malthusiens atomistes. Il travaille au IASA, je pourrais peut-être y revenir. Un institut très important dans la futurologie énergétique. Et donc, en gros, ce serait bête de se serrer la ceinture maintenant, sachant qu'on aura la solution technologique dans 30 ans. Ce serait dommage. Donc, il faut sortir le pétrole maintenant. 2 ans plus tard, il écrit le tout premier papier d'un économiste sur le changement climatique. On est en 1975. C'est le premier papier dans l'histoire où un économiste réfléchit à ce problème. Et il dit, bon, il y a un problème d'effet de serre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des efforts, réduire les émissions maintenant ? Ah ben non, ce serait trop bête. Dans 20 ou 30 ans, on aura le surgénérateur nucléaire. Ce sera tellement plus facile de faire la transition plus tard, quand on aura innové, qu'on aura la technologie. Voilà. Donc vraiment, il y a eu ce passage comme ça de la transition énergétique, de la crise énergétique vers la crise climatique, parce que c'est les mêmes acteurs, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est une raison toute simple et concrète. Et puis, cette affaire de transition énergétique, ça arrange tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est quand même génial, quoi. En gros, on aura à peu près la même société, la même économie, mais avec des énergies propres. Enfin, qui est contre ça ? On est forcément pour. Donc ça séduit beaucoup. Et ça arrange tout le monde, ça arrange en particulier le gouvernement américain, qui, objectivement, a 20 ans d'avance sur les autres pays. C'est-à-dire, les débats qu'on a maintenant, les Américains les avaient dans... Par exemple, l'adaptation qui a émergé maintenant. Barack Obama avait dit, non mais vous savez, la grande question du changement climatique, c'est l'adaptation, quand il était président de la République. Maintenant, en France, on commence à dire ça. En tout cas, les Américains, dès 1976, en fait, ils parlent déjà d'adaptation. Et en fait, ils ont eu un rôle important dans l'expertise climatique, dans le groupe 3 du GIEC en particulier. Et ça, c'est des archives qui sont assez amusantes, je trouve, et assez embêtantes quand même, il me semble. En gros, le premier président du groupe 3 du GIEC s'appelle Robert Einstein, c'est un Américain, il est ouvertement climato-sceptique. Alors ça peut paraître bizarre qu'un président d'un groupe du GIEC soit climato-sceptique, mais en fait le groupe 2, il est aussi dirigé par un climato-sceptique, un russe qui s'appelle Yuri Israel, qui jusqu'en 2008 plaide contre la ratification du protocole de Kyoto auprès de Poutine, et ça n'empêche pas de rester vice-président du GIEC. Donc, voilà. Donc il faut aussi voir un peu d'où vient l'expertise sur les solutions. Et donc ce Robert Einstein, il discute avec John Sununu, qui est le chief of staff de Bush père. On est en 91. Juste avant Rio, juste avant la grande conférence de Rio, où pas grand-chose à se décider, vous allez voir pourquoi. La discussion qu'il rapporte, c'est John Sununu, en fait, c'est son chef, c'est le chef de cabinet de Bush. Il lui dit, alors, pour cette affaire de climat, premièrement, on ne signe aucun objectif. Les États-Unis ne vont pas se lier par un traité international à limiter leur consommation énergétique, hors de question. Deuxièmement, on ne va pas filer d'argent aux autres pays,
parce qu'en fait, c'est ça qu'ils veulent. C'est les pays pauvres qui veulent avoir une rente avec de l'aide en protection du climat. Et donc, no money, no target, play the technology card. Joue la carte technologique. Et je crois qu'il ne faut pas se leurrer. La focalisation sur les solutions technologiques dans ce groupe 3, ça vient de ce play the technology card. Hein, ça fait entièrement sens. Vous êtes les États-Unis, la première puissance économique, la première puissance émettrice à ce moment-là, et aussi la première puissance technologique. Ça fait entièrement sens de mettre en avant la capacité des innovations à résoudre le problème. Et peu de temps après, George Bush fait un discours sur le White House Effect. Il y a le Greenhouse Effect, mais on va le combattre avec le White House Effect, avec l'effet de la Maison-Blanche, avec évidemment l'innovation, la recherche et le développement, etc. Voilà, donc c'est un peu cette trajectoire que je raconte. Le livre s'arrête dans les années 90-2000, en gros. Et je pense qu'on n'est pas dans un régime si différent de ce que je décris des années 80-90. C'est-à-dire à la fois un discours sur la transition à venir, etc., un discours sur l'adaptation, parce que ça, c'est un point important, c'est que si on n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent, c'est parce que les pays riches sont convaincus qu'ils vont se tirer d'affaire. Les élites des pays riches sont persuadées que ça va bien se passer, que plus 3 degrés, on peut les encaisser. Je crois que c'est ça, en fait, fondamentalement, l'explication de la procrastination. Donc, c'est vraiment dans ce discours sur la transition et dans la préparation plus ou moins réelle, d'ailleurs, à l'adaptation, que se joue encore la procrastination actuelle. Sur l'adaptation aussi, il y a le poids de toute l'idéologie néolibérale quand même, hein, qui promeut précisément l'adaptation plutôt que... Ça, c'est un très très bon livre qu'il faut lire absolument dans la collection Anthropocène de Romain Felli, qui s'appelle La Grande Adaptation, qui est un peu passé inaperçu quand il est sorti en 2014, alors que c'est un livre extrêmement important à mon avis, qui montre à quel point, des choses que j'ai recroisées après dans les archives, effectivement, il a raison, dans les années 80 aux États-Unis, et même c'est dès 1976, moi j'ai trouvé des documents qui remontaient à ça. La question clé, en fait, c'est est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on peut s'adapter, quoi? Parce que la transition, sincèrement, les modèles énergétiques globaux qui commencent à émerger à la fin des années 70, ils montrent qu'il ne va pas y avoir de sortie rapide des fossiles, c'est pas vrai. Et que les 2 degrés, oui, on les passera. Oui, on doublera la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Il y a un caractère quasi inexorable. Donc la question clé, c'est l'adaptation. Et le gouvernement, enfin les experts américains proches de la Maison-Blanche, dès 1976, font un colloque qui s'appelle Living with Climate Change. 1976. Mais oui. Vous voyez, je sais pas, j'étais pas né moi, que déjà on me disait ouais t'inquiète tu pourras vivre avec le changement climatique, il n'y a pas de souci. Et donc ce colloque Living with Climate Change, c'est assez fascinant. Par exemple, il y a des ingénieurs qui vous disent ouais, un des trucs qui risque de coûter cher, c'est la rétractation des sols argileux à cause du réchauffement. Je sais pas, moi ça j'en ai entendu parler il y a peut-être il y a 5-6 ans, j'en sais rien, un truc comme ça, quoi. Et c'est effectivement quelque chose qui commence à coûter cher. Est-ce que c'est vraiment grave? Ils disent voilà, le secteur qui sera le plus impacté sera probablement l'agriculture, mais à l'échelle des États-Unis, vous voyez, on peut relocaliser la production agricole. Il y a toujours moyen de trouver un endroit pour cultiver notre blé, etc. Et puis, au fond, ils savent que pour les États-Unis, ça peut aller. Pour les pays pauvres, moins bénis des dieux que les États-Unis, il y aura une forme d'adaptation, ça sera la migration. Donc, il y a vraiment un cynisme aussi très important quoi, dans cette idée d'adaptation, quoi. Et Romain Felli montre bien que c'est lié effectivement à l'idéologie néolibérale, puisque en fait, l'adaptation, c'est un truc que chacun gère par lui-même. En gros, chacun va s'adapter à un réchauffement climatique. On passera plus nos vacances aux mêmes endroits, on changera peut-être nos habitudes alimentaires, je ne sais quoi. On déménagera si notre maison est inondée. Voilà. Donc c'est un truc individuel et ça plaît beaucoup aux néolibéraux. Alors que transition, oui, c'est des sortes de grands plans d'investissement, de changement, de fermeture, de démantèlement. Ça ressemble plus à de la planification soviétique, quoi. C'est ça. C'est ça. Enfin, il y avait quand même l'idée, chez beaucoup, d'une transition douce aussi. Hein, c'était quand même une transition. On avait le temps et ça allait être une transition douce. Ça, on va y revenir peut-être. On va y revenir, mais avant, je voudrais que tu reparles quand même de ce groupe 3 du GIEC, parce que quand même, il est important, puisque c'est ce groupe 3, c'est celui qui est le plus médiatisé, disons. Si, pour le grand public, parce que c'est les conseils au gouvernement, etc., etc., et c'est moins le dur, disons, des trucs scientifiques. Il y a quand même pour pas rester sur cette note quand même d'un groupe 3 complètement inféodé et d'un GIEC inféodé, soit aux climato-sceptiques, soit il y a eu des combats quand même dans le groupe 3, en particulier par rapport à Nordhaus quand même. C'était... Alors ça, effectivement, la ligne Nordhaus de dire ouais, on fait pas grand-chose, ce sera plus simple d'agir plus tard, elle est présente dans les 2 premiers rapports du groupe 3. Ouais.
Et elle recule ensuite, et c'est en partie grâce à un groupe de recherche en France qui est basé au CIRED, qui fait un point assez évident, mais il faut plein de modèles pour le montrer alors que c'est assez évident. En gros, si vous ne faites pas des efforts de décarbonation, les innovations vertes, elles ne vont pas arriver. Donc si vous voulez qu'elles arrivent, ces magnifiques innovations qui vont nous permettre de décarboner l'économie mondiale, il faut faire des efforts économiques tout de suite. Voilà, donc ils insistent sur le côté... ils appellent ça endogénéiser, en gros, le progrès technologique. Et alors que Nordhaus, lui, c'était un truc qui était assez abstrait, quoi. C'était la backstop technologie, le filet de sécurité technologique, mais on ne voyait pas trop comment il allait advenir si on ne fait aucun effort déjà de renchérissement une taxe carbone tout de suite, quoi. Donc voilà, c'était plutôt un argument, disons, le progrès technique, ça ne tombe pas de nulle part. S'il n'y a pas les bonnes incitations économiques, il n'arrivera pas. Donc ils avaient entièrement raison. Et donc c'est vrai que et puis après, dans la seconde partie, à partir des années 2000, on commence à avoir des vrais objectifs de décarbonation extrêmement ambitieux. Dans les premiers rapports du GIEC, du groupe 3, il n'y a pas de sortie du carbone. Non. On est encore à 20 gigatonnes de CO2 en 2100. Et donc à partir des années 2000, c'est complètement différent. On a des vrais scénarios de transition. C'est lié, je pense, à la force du constat climatologique. Donc ça, je crois que c'est important de lire. C'est-à-dire, le GIEC, quand il est créé en 88, c'est en grande partie pour que les États-Unis rentrent dans la boucle de l'expertise pour éviter, parce qu'il y avait déjà eu une expertise sur le climat qui avait été faite par le PNUE, le Advisory Group on Greenhouse Gases, dirigé par un Égyptien, un biologiste égyptien qui s'appelle Mostafa Tolba, qui a des ambitions très importantes, tonitruantes. Il dit voilà, il faut réduire de 25% les émissions avant l'an 2000. Là, on est en 85 quand il dit ça. Et peu de temps après, il dit même qu'il faudrait réduire de 60% les émissions très vite. Donc il a vraiment des énormes ambitions. Quand les Américains entendent ça, ils disent mais qu'est-ce qu'il raconte là, ce gars de l'ONU là, il nous fait. Donc ça, on le calme un peu, on crée le GIEC. Et le mot important dans le GIEC, c'est I, c'est intergouvernemental. C'est-à-dire, c'est pas simplement des scientifiques qui s'autonoment les uns entre les autres. C'est très différent. Et dans cette, disons que les premiers rapports, ils sont plutôt des rapports dilatoires comparés à la GGG, c'est beaucoup moins radical. Et malgré cela, finalement, vu la force du constat climatologique, le constat que les dommages vont être quand même majeurs, dans les années 2000, il y a des vrais scénarios de décarbonation. On veut atteindre la neutralité carbone. C'est lié aussi aux accords de Paris, évidemment. L'objectif des 2 degrés et même des 1,5 degrés oblige à faire des scénarios de transition extrêmement rapides. Après, la question, c'est comment on y arrive. Oui, alors justement, tu écris dans ton livre les scénarios de net zéro 2050, c'est-à-dire décarbonation, auxquels plus personne ne croit, ont pour effet collatéral de marginaliser les autres facteurs ou de les présenter comme utopie militante. Bon, ça me paraît important par rapport même au sens de ton livre, si tu veux. C'est-à-dire en quoi cette mise en avant de la transition bloque finalement d'autres possibilités de bifurcation, je ne sais pas le terme qu'on peut employer. Alors ça, c'est un point, moi je ne suis pas expert de ça, donc c'est des discussions avec des économistes et des gens qui travaillent dans ce groupe 3 qui m'ont orienté là-dessus. En gros, si vous prenez dans le dernier rapport de 2022, ils ont une bibliothèque de scénarios net zéro. Ils en ont reçu 3130. Alors sur les 3130, à votre avis, il y en a combien qui intègrent l'idée qu'il faudrait peut-être réduire le PNB ? 0, pas un seul. Donc on est quand même maintenant, c'est le 6e rapport. Ils en font depuis les années 90. Les économistes n'ont toujours pas commencé à proposer c'est même pas des économistes, des ingénieurs, c'est ça le problème, c'est même pas des économistes, c'est des ingénieurs en fait qui s'amusent avec des modèles informatiques, concrètement c'est un peu ça, et ils estiment voilà ça doit croître, il faut stocker tant de CO2 pour atteindre la neutralité, etc. Mais ils n'ont pas encore réfléchi à une question qui semble quand même, enfin je sais pas, si on réfléchit à comment on doit décarboner l'économie, je sais pas, on se dit, on va réduire le transport aérien, on va réduire la voiture, on va réduire la viande, etc. Oui, ça va avoir un effet sur le PNB, a priori, tout ça. Mais non, ça, ils n'ont pas encore modélisé. Alors, ils ne l'ont pas fait jusqu'à avril 2024. Et c'est la première fois, en avril 2024, qu'il y a eu un article qui intègre, donc c'est des scénarios de IAM, Integrated Assessment Modeling, qui fait une hypothèse de décroissance pour un pays, l'Australie. Et il montre, surprise, c'est plus facile d'atteindre la neutralité carbone si le PNB australien arrête de croître ou diminue. C'est vraiment un scoop, mais voilà, il y a un gros ordinateur qui permet de montrer ça. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a quand même une question sur l'expertise économique sur le climat. Je pense que légitimement, quand on sera à
45 degrés à Paris en 2050, on regardera d'un autre œil, à mon avis, ce groupe 3 et son expertise sur au moins les 6 premiers rapports, quoi. Je pense que dans le 7e rapport, il y aura plein de scénarios décroissants. Parce que ça va devenir... voilà, on va faire des modèles maintenant qui intègrent ça. Ça ne va pas changer la face de la Terre, hein, mais au moins on commence... Si vous voulez, si les experts de la solution vous disent oui, ça permet de simplifier quand même nos trajectoires, peut-être que les gouvernements arrêteront de parler de ça comme un truc débile, idiot, etc., quoi. Oui. Mais au-delà du GIEC, par rapport aux politiques gouvernementales, etc., en quoi est-ce que tu peux donner des exemples qui montrent que cette agitation au niveau de la transition, c'est-à-dire transition dans les entreprises, tout transitionne là, hein, c'est transition énergétique, transition démographique, transition partout, en quoi ça retarde d'autres actions? C'est ce que tu dis dans ton livre. C'est ce que je dis, que la transition, c'est sûr que c'est devenu un peu l'idéologie du capital au XXIe siècle, quoi. Toutes les entreprises, même les plus polluantes, sont en transition. Même celles dont la nature même, c'est même pas un jugement moral. C'est en gros, vous faites voler des avions, oui, ça émet du CO2, quoi. Mais évidemment, Airbus est en transition, Aéroport de Paris est en transition, Vinci a tout un truc sur la route décarbonée. C'est ça. Sachant que la route, c'est du ciment, de l'acier, du goudron, du bitume plutôt, ça va être compliqué à décarboner. En vérité, c'est comme vraiment... La 69 est décarbonée. Voilà, peut-être, je sais pas. C'est vrai, la 69 est décarbonée ? Elle est décarbonée. Alors, comment elle est décarbonée. Alors, c'est parce qu'ils ont remplacé le péage. Dans les systèmes de péage, il y a tout un système électrique, etc. Il n'y aura pas de péage. Et c'est-à-dire, c'est décarboné, mais ce sera avec les téléphones qu'on va payer. Voilà. Mais le ciment, a priori, il aurait mis beaucoup de CO2. Donc, non, mais c'est du ciment propre. Ah, c'est sûr. C'est du ciment vert. Alors, ça n'existe pas, le ciment. Pour plein de raisons différentes, en fait. Ça, c'est aussi une histoire amusante. Récemment, il y a une entreprise qui a eu un trophée de l'innovation, j'ai oublié son nom, parce qu'ils disent on va faire du ciment, tenez-vous bien, avec des laitiers sidérurgiques. Alors, laitier sidérurgique, si vous faites de l'acier, donc une partie du minerai de fer, on appelle ça du laitier, c'est un très bon liant hydraulique, c'est un peu comme du ciment. C'est tellement innovant qu'en fait, on fait ça depuis le début du XXe siècle. Je veux dire, les ingénieurs ne sont pas idiots, ils voient bien que le laitier sidérurgique, ça a des très bonnes capacités de prise, un peu comme du ciment, et donc on l'a utilisé massivement dans les routes au XXe siècle, dans la construction du réseau routier, quoi. Donc vraiment, quand on dit c'est du ciment propre, souvent c'est, alors des cendres volantes. Hein. Ah oui. Non, mais faut bien, vraiment, c'est vraiment scandaleux, quoi. Mais le pire, c'est que ça existe, c'est-à-dire il y a du blabla sur le ciment propre. C'est un vrai souci, ça. Et je crois que le point important, c'est pas que le ciment, ça soit mal ou bien, c'est ce qu'on en fait, en fait. Et à parler de transition énergétique, à dire qu'on va faire du ciment propre, ça évite de poser la question de qu'est-ce qu'on va faire avec ce ciment. Parce que du ciment, si c'est pour faire un réseau d'adduction d'eau dans un pays pauvre, oui, il y en a besoin, on l'utilise, hein, c'est très important de le faire. Le ciment pour faire la 69, on peut davantage en discuter peut-être, on a le droit d'en discuter. Vous voyez, je crois que c'est vraiment ça, la transition, ça évite de poser la question de l'utilité sociale du CO2. Le CO2, c'est pas mal ou bien. Je veux dire, ça peut être très utile, ça peut être vital, ça peut être complètement superfétatoire. C'est ça le vrai sujet, à mon avis, politique sur le climat qu'on devrait avoir. Et quand vous dites transition énergétique, qu'est-ce que vous faites ? D'un seul coup, les experts deviennent les experts en scénario net zéro. Mais c'est juste des scénarios. C'est juste des gens qui ont des tableurs Excel et qui disent on va diminuer de ci, on peut diminuer de ça, etc. C'est juste ça, en fait. Et résultat, on ne parle même pas des politiques publiques qui seraient beaucoup plus intéressants comme sujet. En gros, la taxe carbone, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour la rendre acceptable ? Parce que c'est important quand même d'augmenter le prix des fossiles, évidemment. Et en même temps, il ne faut pas laisser les gens dans la mouise. Voilà, mais c'est cette discussion-là qu'il faut avoir. Et le problème, c'est quand vous dites transition énergétique, ça donne on a l'impression que l'expertise clé, c'est ces grands modèles intégrés de scénarios net zéro, etc. Alors que je ne pense pas que ce soit si important que ça, en fait. Alors justement, parce que tu parles des politiques publiques et qu'on est dans le festival d'histoire qui est placé sous le chapeau de la loi, on entend quand même pas mal de discours par rapport à la situation complexe que nous avons devant nous. C'est qu'il faudrait un État fort, il faudrait une planification écologique centralisée, il faudrait des lois contraignantes, il faudrait, etc. Et même dans certains milieux, alternatifs, etc., résurgence d'un certain léninisme vert. Oui, tu as vu ça, mais ça imprègne pas mal de textes, quand même. Donc, je voudrais t'interroger là-dessus, sur comment, par rapport à la réglementation, par rapport à la loi, par rapport à un État fort. Alors, la Chine, par exemple, est donné un exemple souvent, hein.
En disant, regardez, en Chine, finalement, quand il faut confiner, ils y arrivent parce qu'ils ont un État autoritaire, donc ça marche. Alors, deux choses. Bon, premièrement, le livre ne dit absolument pas ce qu'il faut faire. Voilà. Et parce que déjà, je pense que j'en suis pas du tout capable. C'est pas mes compétences. Je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de sciences sociales qui ont de suite enfourché le cheval normatif en disant, voilà, lisez mon livre, il y a la solution, alors qu'ils n'avaient pas bien compris, à mon avis, l'énormité de la chose. Voilà, donc vraiment, c'est un livre qui est assez strictement empirique, quoi. Il n'y a pas de faut faire ci, faut faire ça. Je me garde vraiment de ça. Alors après, sur la question du rôle de l'État, je pense que c'est quand même important de dire oui, ce genre de transformation, c'est pas le marché qui est capable de gérer ça. Et vraiment, et c'est pour ça qu'on doit aussi pouvoir parler du capitalisme. Il ne faut pas que ce soit un gros mot en sciences sociales comme ça l'a été pendant longtemps dans les années 80-90, on ne parlait plus de ça. C'est pas pour être nostalgique, ce matin tu parlais de la classe en soi, la classe pour soi, etc. C'est pas pour être nostalgique de ça, mais c'est qu'en fait, le capitalisme, en gros, mettons que c'est la propriété privée du capital et des moyens de production. C'est sûr que si on reste dans ce système-là, c'est plus rémunérateur d'investir en ce moment des actions chez Total et d'extraire du pétrole qu'ailleurs, quoi. Je crois qu'ils ont fait 19 milliards de profits cette année. Je crois que c'est leur record historique, quoi. Donc le pétrole, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc si on laisse faire ça, non, il n'y aura pas de transition. C'est évident. Enfin, il n'y a pas besoin de faire des grandes théories socio-politiques pour voir ça. C'est ce point évident. Donc si on n'est pas capable de dire, voilà, c'est ça le sujet, effectivement, on fait pas grand-chose, quoi. Donc je crois que c'est important de parler de l'État, du capital. Après, l'argument un pays autoritaire y arriverait mieux, ça, je pense pas. Il n'y a aucune raison, en fait, quand on y réfléchit, parce que, ok, la Chine installe des panneaux solaires, mais ils installent aussi plein de centrales à charbon, donc il faut modérer un peu le succès chinois. Ils sont encore en plein développement économique, en vérité, c'est ça le point clé. Donc c'est beaucoup plus facile aussi d'avoir un État fort quand il s'agit de construire des infrastructures, ce que la France a fait très très bien dans les années 50, 60, 70. Enfin, je veux dire, c'est pas si extraordinaire que ça, ce que la Chine fait. C'est un État développementaliste assez classique, en fait. Et l'autre point aussi, c'est qu'on a plein de contre-exemples où c'est des dictatures qui sont catastrophiques pour l'environnement et volontairement catastrophiques et agressivement catastrophiques, quoi. Le Brésil de Bolsonaro, la Russie de Poutine, etc. C'est pas des modèles quand même ni démocratiques ni écologiques, quoi. Donc voilà, moi je pense qu'il faut un peu délier. Si on mélange tous ces problèmes, en fait, moi je suis pas du tout politologue et je suis pas du tout expert de ça. Mais je pense qu'il ne faut pas vouloir tout penser ensemble des fois. Enfin, voilà, Non, mais c'était un rappel par rapport au nom de la loi, quand même. Parce que, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si on ouvre le débat. Bon, voilà. Donc, les questions sont ouvertes. Les questions, les compléments, Merci, ça y est. Oui, j'habite Pau. Et pour abonder dans votre sens par rapport à l'utilisation du bois, il y a une entreprise, enfin une start-up, des start-up, qui ont déposé un projet pour faire de l'hydrogène vert. Et pour faire cet hydrogène vert, ils vont utiliser énormément de bois. Ils vont utiliser l'eau du Gave, c'est la rivière, qui va s'échauffer énormément. Et ils assurent que, ne vous inquiétez pas, quand il n'y aura plus assez de bois, on arrêtera la production. Ou si l'eau est trop chaude et n'est plus suffisante, on arrêtera la production. Donc ça nous semble à beaucoup une aberration et ça va dans le sens de votre utilisation du bois. Simplement, ils nous disent, mais ce n'est pas des bois rares, ce n'est pas des bois importants, c'est des petits bois, c'est les restes de. Voilà, merci. Alors, effectivement, il y a un fantasme maintenant sur tout ce qu'on va pouvoir faire avec le bois. Alors, j'ai dit que le bois, c'était important, mais il ne faut pas non plus fantasmer sur le fait que ça va pouvoir remplacer les fossiles. Ça, je crois que c'est vraiment un truc de base. C'est que, par exemple, sur l'aviation, on dit on va faire voler... L'aviation, c'est très compliqué à décarboner, même avec de l'hydrogène. Hein, parce que l'hydrogène est 2 à 3 fois moins dense que le kérosène, même liquéfié. Hein, puis il faut le maintenir à moins 253 degrés. Dans le livre, j'ai mis une image d'un avion à hydrogène de 1976. Une représentation, évidemment, parce que ça n'a jamais existé. Et a priori, les ingénieurs, depuis 1976, Aéronautique disent que c'est une très mauvaise idée, l'hydrogène dans les avions. Ça a aussi tendance à exploser. Enfin, il y a plein de problèmes avec l'hydrogène. Bref, donc a priori, il n'y aura pas d'avion à hydrogène avant très longtemps. Ou s'il y en a, ça sera des petits avions qui feront 100 km pour des milliardaires, quoi, en gros. Une possibilité, par contre, c'est d'utiliser des biocarburants, en particulier de l'huile. Mais c'est juste que ça ne boucle pas. La biomasse
n'est pas du tout capable de fournir la quantité d'énergie que fournit le pétrole. Pour la France, on consomme 9 millions de tonnes de kérosène par an. On produit 2,3 millions de tonnes, si je me souviens bien, d'oléagineux, de l'huile d'ocasa principalement. Donc il faudrait déjà quadrupler la production oléagineuse française. Et la France est plutôt un grand pays oléagineux, en fait. Donc, enfin, voilà, il n'y a pas la biomasse nécessaire. Et pour le bois et l'électricité, c'est la même chose. Je donne l'exemple de Drax, qui est une centrale thermique en Angleterre. Donc c'était une centrale au charbon qui s'est reconvertie à la biomasse dans les années 2000, sous couvert de changement climatique. Ils brûlent chaque année, ça dépend des chiffres qu'on trouve et des années. En gros, 12 millions de mètres cubes de bois, c'est 4 fois ce que l'Angleterre brûle au XVIIIe siècle. Un beau résultat après 2 siècles de transition énergétique. L'Angleterre utilise de nos jours 4 fois plus de bois pour faire de l'énergie qu'en 1800. Et ça, c'est pour produire seulement 1,5% de son énergie. Oui, donc en fait, et ces 12 millions de mètres cubes de bois, c'est plus que la production forestière en bois anglaise. Hein. Donc vraiment, l'idée que grâce à la biomasse, on ne va pas faire la même chose qu'avec les fossiles, techniquement ça marche, mais dès qu'on regarde le bouclage matière, c'est-à-dire est-ce qu'il y a assez de biomasse, on arrive sur des choses qui ne marchent pas du tout. Quoi. Et donc l'hydrogène, je crois que moi ce que j'avais vu, c'était des trucs pour faire des carburants d'aviation en fait. Donc si j'ai bien compris, on allait utiliser le carbone de la biomasse, plus de l'hydrogène fait par hydrolyse de l'eau, et paf, tout ça, les rendements sont absolument désastreux. Enfin, je veux dire. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai juste une question sur l'énergie nucléaire. Vous en avez un peu parlé, mais ça a un statut assez étrange dans l'histoire que vous faites. Et je me demande aujourd'hui, parmi les ingénieurs en vogue qui doutent de la notion de transition énergétique, il y a par exemple le fameux Jancovici. Et c'est quoi un des arguments? C'est de dire tout simplement... il ne s'agit pas de transitionner, il s'agit de faire en effet mieux et plus que ce qu'on faisait déjà, notamment en France, sur la question du nucléaire. Et que, en fait, finalement, en se basant sur des calculs, disons, vraiment énergétiques, j'ai l'impression que c'est peut-être ça aussi qui se dégagerait comme piste de votre travail, une accentuation et disons, le fait de miser sur l'énergie nucléaire. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors non, l'énergie nucléaire, ça a eu énormément d'influence idéologique, mais une influence, un effet économique mineur. Le nucléaire, c'est extrêmement cher, très long à déployer, ça produit très très peu d'électricité à l'échelle mondiale en fait. Donc vraiment, le nucléaire, c'est typiquement c'est la solution dont rêvaient les Nordhaus et compagnie. Parce qu'ils avaient une vision très occidentalo-centrée et très nombriliste, quoi. Donc le nucléaire va nous sauver, mais c'est idiot. Sachant que le changement climatique, c'est un phénomène global, on ne va pas mettre des centrales nucléaires de partout sur la planète. Ce n'est pas du tout la technologie adaptée, évidemment. Donc non, le nucléaire n'a absolument rien à voir avec le climat, objectivement. Ce n'est pas du tout une solution, que les choses soient claires. Donc non, là vraiment, c'est pas du tout un livre pro-nucléaire. Ça montre au contraire que beaucoup de discours faux sur les dynamiques énergétiques viennent du milieu nucléaire. Après, ça ne veut pas dire que pour la France, il faut absolument fermer tout de suite toutes les centrales nucléaires. C'est pas ça qu'il faut dire non plus. Par contre, il est probable qu'un mix énergétique qui repose sur les renouvelables soit à terme la solution. Parce que c'est beaucoup moins compliqué à gérer, il n'y a pas les problèmes de démantèlement, de traitement des déchets, qui sont difficilement... c'est compliqué, quoi. Voilà. Après, ce qui est intéressant par rapport à la question qui est posée, c'est que justement, cette liaison nucléaire-climat qui s'est jouée dans les années 50 se rejoue effectivement chez Jancovici. Ça, dans le bouquin, je pense, c'est pas dit comme ça, mais c'est très intéressant de voir ça. Moi, ça, je l'ai un peu découvert en lisant le livre, mais on rejoue exactement ce qui s'est joué dans les années 50 avec quasiment les mêmes arguments du côté de Jancovici. Mais en plus, même Jancovici, j'ai discuté avec lui récemment, lui-même disait le nucléaire, c'est 5% de la solution. Bon. Ça permet un peu de modérer ce côté. Voilà. Bon, je pense que je ne sais pas s'il y a encore une question. C'est 5% de la solution et pas mal de problèmes aussi. On arrête. Ah. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée dans le cadre de la 7e édition du festival L'Histoire à venir qui se tenait du 22 au 26 mai 2024. Réalisée et mise en onde par Radio Radio.
Merci.